Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Donc vous savez que c'est un direct qui se fait sur Facebook, sur la page de Facebook qui s'appelle Clémence Lenis, psychanalyste. Donc je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Bienvenue donc à ce nouvel épisode où nous continuons à voir un petit peu les découvertes que Freud nous présente, puisqu'il s'agit de conquérir notre héritage, c'est-à-dire, Marlène Bonsoir, d'apprendre, de continuer à apprendre comment fonctionne cet appareil psychique qui surdétermine notre manière de faire. Samy, bonsoir. Notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de penser. Alors attendez, on va voir si j'arrive à regarder un petit peu comment ça fonctionne ici. Donc ce sera là ou ce sera pas là. Non, je ne le trouve pas. Voilà, donc Annie, bonsoir. Rachid, bonsoir. Della, bonsoir. Samy, bonsoir. Donc bienvenue à tous. Hop. Pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle rencontre dans cet espace de psychanalyse pour tous. Alors comme ça s'appelle pour tous, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux pour que ce soit vraiment une psychanalyse pour tous. J'ai besoin de votre collaboration. Alors, et j'ai besoin, pas seulement moi, mais la psychanalyse. C'est pas simplement quelque chose, ce n'est pas quelque chose de personnel. Alors, nous avions vu, Féti, bonsoir, nous avions vu la fois dernière la névrose d'angoisse. Anne, bonsoir. Et Sarah, bonsoir. Et avec amour, c'est très bien. Fadoua, bonsoir. Donc, nous avions vu la névrose d'angoisse la fois dernière, où on avait vu comme première névrose actuelle. Nous avions vu que les névroses actuelles étaient différentes des névroses de transfert, que ce sont deux catégories différentes. Et Monique, bonsoir. Et qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec les névroses actuelles et nous allons voir l'hypocondrie, qui fait partie aussi des névroses actuelles. Sabrina, bonsoir. Donc, nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle les différentes structures cliniques. Alors, les différentes structures cliniques, c'est-à-dire notre manière de prendre place dans le langage. On va dire, Fabienne, bonsoir, de prendre place dans le langage et comment nous avons tous, d'une manière différente, fait face à ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Fatia, bonsoir. Touria, bonsoir. Et que ce complexe d'Oedipe, ce n'est pas quelque chose qui arrive pendant l'enfance, sinon que c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Malika, bonsoir. Alors, donc aujourd'hui, l'hypocondrie. L'hypocondrie. Alors, c'est un sujet, encore une fois, Nathalie, bonsoir, qui nous intéresse tous, parce que d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas hypocondriaque, comme toutes les autres structures, puisqu'en fait, toutes les autres structures peuvent nous toucher à un moment ou à un autre. Sabine, bonsoir, d'une certaine façon. Donc l'hypocondrie, comme vous le savez, c'est la peur de la maladie. La peur de la maladie, la crainte de tomber malade. Alessandra, bonsoir. Et donc nous avions dit la fois dernière, et c'est bien de le rappeler, Isabelle, bonsoir, que quand on parlait de névrose d'angoisse, on faisait référence, Annie, bonsoir, à cette quantité d'énergie psychique flottant. Enfin, c'est une énergie psychique et flottante, et que le névrosé d'angoisse, celui qui souffre de névrose d'angoisse, en fait, il cherche pour se tranquilliser à trouver une représentation sur cette augmentation de la tension. Et la représentation qui est caractéristique de la névrose d'angoisse, c'est
de représenter, d'associer les représentations pessimistes de la réalité. C'est-à-dire, mais c'est toujours quelque chose qui va, de rien de bonsoir, être en relation avec des tiers. C'est-à-dire, c'est une personne qui craint pour la santé de ses proches, de son mari, de ses enfants, de son entourage, et qui imagine toujours, il devance toujours la réalité, Sandrine, bonsoir, en imaginant quelque chose de catastrophique, quelque chose de dramatique, mais pour des tiers. Il ne s'agit pas de lui, sinon que c'est pour des tiers. Carlos, bonsoir. Alors que dans l'hypocondrie, ce qui est en jeu, c'est que au lieu de s'inquiéter pour les autres, on va s'inquiéter pour notre propre santé. Fatia, nous sommes tous hypocondriaques, mais à des degrés différents d'une personne à l'autre, bien évidemment. Mais nous avons tous un petit peu cette tendance, c'est-à-dire j'ai mal là quelque part et on peut avoir tendance à penser qu'il s'agit de quelque chose parce qu'en fait l'hypocondrie c'est une caractéristique, c'est pas simplement la peur d'être malade, sinon d'être persuadé que nous le sommes, d'être persuadé que nous avons de véritables douleurs, c'est-à-dire que l'hypocondriaque quand il se présente chez le médecin, il a réellement une douleur et c'est pour ça qu'il se présente chez le médecin, et avec cette angoisse en fait aussi qui se manifeste, mais cette fois-ci qui se manifeste par rapport à sa propre santé. C'est-à-dire qu'il anticipe aussi que cette façon d'anticiper face à l'incertitude, l'intolérance de l'incertitude, il va se représenter quelque chose de grave, en général, en plus quelque chose de grave, mais qui est en relation avec sa propre santé, qu'il va tomber malade de quelque chose. Alors chacun va avoir la sensation d'une lésion, parce qu'en fait, ce qui lui arrive à l'hypocondriaque, c'est que il a des sensations, il est persuadé, bonsoir, il est persuadé qu'il a quelque chose à tel endroit ou tel autre, et donc il se dirige chez le médecin pour voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il a toujours peur peur aussi de mourir, peur de Michel bonsoir, peur de mourir, peur du cancer, que tout de suite il s'attribue aux moindres manifestations, sensations physiques, qu'il lui arrive quelque chose. Donc comme nous avions vu, il s'agit de la névrose actuelle. C'est-à-dire qu'on avait vu comme dans la névrose d'angoisse, c'est une névrose actuelle, Nicole bonsoir, Catharsis bonsoir, c'est-à-dire qui est en relation avec notre sexualité actuelle et non pas avec la sexualité infantile comme dans le cas des névroses de transfert. Et que, comme on avait vu dans la névrose d'angoisse, donc qui est en relation avec cette sexualité actuelle, c'est-à-dire avec une augmentation. Charbel, bonsoir. J'ai ma potion magique. Alors, donc c'est-à-dire c'est cette difficulté, comme on avait vu la fois dernière, cette difficulté à élaborer une excitation somatique qui provient du corps, une excitation sexuelle, génitale parfois, qui provient du corps, pour l'élaborer psychiquement, c'est-à-dire pour pouvoir parler. Ce sont des gens qui ont des difficultés pour parler, on pourrait dire. Non Salima, bonsoir. Hypocondrie est un trouble de la santé mentale qui engendre une peur et une anxiété grave. Alors, ce qu'on va voir, c'est que donc cette difficulté, comme dans la névrose d'angoisse, d'élaborer d'une autre manière que de façon somatique. Parce que comme dans la névrose d'angoisse, il y a des symptômes corporels, comme on avait vu, où il peut s'agir par exemple de la tachycardie, des difficultés de respirer. Et dans la névrose, dans l'hypocondrie, il y a réellement quelque chose, donc comme je disais, quelque chose que le sujet sent dans son corps qui ne va pas et qui le pousse à aller voir le médecin. Et alors quand il va voir le médecin, bien évidemment, on lui fait tout type d'examen. Et le médecin lui dit, non, monsieur, madame, tout va bien. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien, tout va bien. C'est pour ça qu'on sait que c'est un hypocondriaque, parce que les examens, les analyses de tout genre, en fait, ne répondent pas, ne sont pas en relation avec ce que le sujet sent.
Donc, Aïssa, bonsoir. Et c'est pour ça, et en plus la particularité aussi, c'est très intriguant, on va dire, dans le sens où ce qu'il ressent, la description qu'il va faire au médecin, en fait, ça ressemble clairement à une possible lésion. C'est-à-dire que ce qui le ressent, c'est quelque chose qui ressemble à comme s'il avait vraiment une maladie organique. Rada, bonsoir. Marie-Thérèse, l'hypocondrie, comme elle est une névrose actuelle, peut être accessible à la psychanalyse, alors que ce n'est pas une névrose de transfert. Oui, parce qu'il va s'agir de parler. Hein, il va s'agir de pouvoir mettre des mots à ce qui nous arrive et à apprendre, entre autres choses, à pouvoir, Vidovic, bonsoir, et d'apprendre à mettre des mots à ce qui nous arrive, de pouvoir élaborer psychiquement en fait cette tension, cette augmentation de tension. Hein. Bon, alors, donc ces excitations sont élaborées de façon somatique. Et donc quand je dis quand il va chez le médecin, ben, la particularité de l'hypocondriaque aussi, c'est qu'il ne va pas croire aux résultats des analyses. Il va aller voir un autre médecin. Parce qu'il dit, les analyses qu'il m'a fait, les examens qu'il m'a fait sont pas corrects, parce qu'il est persuadé que ce qu'il sent est une vérité. Et c'est pour ça qu'on peut parler ici d'un certain délire. C'est-à-dire que la réalité vient lui dire que non, monsieur, non, madame, vous n'avez rien, mais il n'arrive pas à croire ce que la réalité lui dit. Et qu'il continue à croire que ce qu'il sent, c'est la réalité. Non, et donc ça, dit, ben c'est un petit délire. C'est un petit délire. Parce que quand la réalité vient nous présenter quelque chose, continuer à croire à ce que nous sentons et que nous savons que nos sensations sont toujours des manifestations qui ne parlent pas toujours de la vérité ou qui ne parlent pratiquement jamais de notre vérité, sinon qui sont des manifestations qui parlent d'autre chose. C'est ce qu'on va voir. Bonsoir tout le monde, enfin heureux, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, et c'est pour ça qu'aussi le médecin, très souvent, il se pose des questions parce que le patient présente réellement, il décrit ce qui lui arrive et ce qu'il ressent et que ça ressemble vraiment à quelque chose d'organique. C'est pour ça que les médecins consciencieux vont faire tous les examens nécessaires pour réellement arriver à dire non, vraiment, vous n'avez rien, on a tout fait ce qu'il pouvait, mais vous n'avez rien. Non, et c'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a rien qui justifie la plainte, la douleur. C'est-à-dire qu'on peut dire que le patient ne s'est pas adressé au professionnel correct. Parce que s'il s'adresse au professionnel correct, on ne va pas lui dire qu'il n'a rien. Non, que c'est que si, je veux dire que dans tous les cas, non, ce n'est pas en relation avec les pulsions refoulées. Parce que justement, comme on avait vu dans la névrose d'angoisse, il n'y a pas de mécanisme psychique qui intervienne. Hein, il n'y a pas de mécanisme psychique. Non, il n'y a pas d'attaque de panique. Ça, c'est la névrose d'angoisse. Pour l'hypocondrie, il ne s'agit pas de panique. Donc, il n'y a rien qui justifie, Martine, bonsoir, cette plainte et que le sujet se présente. Donc, il souffre doublement parce qu'en fait, c'est comme si on ne le croyait pas. Parce que pour lui, c'est comme si on ne le croyait pas, puisque on ne lui donne pas dans la réalité, on ne justifie pas dans la réalité ces malaises, on va dire. Bibi chérie, bonsoir. Et alors que le malade, on va dire le malade organique, il va avoir les mêmes manifestations, il va se présenter chez le médecin avec les mêmes descriptions, mais qui a une lésion. Le malade organique, il a une lésion, alors que l'hypocondriaque n'a pas de lésion. Anne, bonsoir. Mais dans les deux cas, on va dire autant pour le malade organique qui présente donc une inflammation quelque part, une douleur quelque part, et l'hypocondriaque, en fait, il y a quelque chose de commun. Et le point commun entre ces deux discours, en fait, un qui va présenter une lésion et l'autre qui n'a rien,
Apparemment rien, parce que s'il vient se plaindre, c'est qu'il a quelque chose, non? Est-ce que les structures névrotiques changent en fonction des mécanismes inconscients, prédispositions psychologiques? Comment se fait le choix d'une névrose à l'autre? Ben, on ne choisit pas tellement, ça nous, non? Il n'y a pas vraiment de choix, sinon que c'est en relation avec la distribution de notre libido et aussi, Brahim, bonsoir, avec notre relation face à l'incertitude, dans le cas des névroses actuelles. Et le phénomène peut provoquer la confiance en soi et de l'autre. Est-ce une psychose puisqu'il délire? Non, c'est pas une psychose parce que la psychose utilise des mécanismes psychiques. Là, il n'y a pas de mécanisme psychique, mais on dit que c'est un délire dans le sens où qu'il n'accepte pas la réalité. On va dire que d'une certaine façon, à chaque fois qu'on n'accepte pas la réalité, il y a une sorte de délire dans le sujet qui se présente. Parce que la réalité, elle dit que vous n'avez rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue. Donc, comme il souffre, parce que sa véritable maladie, c'est donc l'hypocondrie. C'est-à-dire, c'est la structure qui provoque ces sensations. La structure qui va provoquer ces sensations. Et pourquoi cette structure provoque ces sensations? Et c'est le point commun qu'il y a avec la maladie organique. C'est-à-dire que dans les deux cas, la libido, cette énergie sexuelle, en fait, elle s'est retirée du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse plus à, vous vous rappelez ces scènes avec Woody Allen, où on a beau lui parler d'autre chose, il ne s'intéresse absolument pas à ce qu'on lui dit de son travail, ni des choses qui normalement devraient l'intéresser, sinon que tout son intérêt, tout ses intérêts est retiré sur l'organe qui lui fait mal, en fait, qui l'inquiète. Donc, ça, c'est le point commun, c'est-à-dire, et c'est la même chose pour le malade organique, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à sa maladie. Et la situation aussi de l'hypocondriaque, comme il est convaincu que lui, il a une maladie organique, il est convaincu qu'il a une maladie organique, de ça il est sûr, et que c'est donc les autres qui se trompent, en l'occurrence la médecine, puisque quand il s'adresse à la médecine lui dit qu'il n'a rien. Et donc le fait qu'on lui dise qu'il n'est rien, ça ne réduit pas son délire, sinon qu'il va continuer, sinon qu'il se sent incompris. Donc il va avoir une attitude hostile avec les médecins en général, et on va dire que ce sont des patients qui sont assez revendicatifs et qui sont de manière générale revendicatifs avec toutes les choses dans leur vie. Donc il y a premièrement une altération au niveau de la libido. C'est-à-dire que cette libido qui devrait être en mouvement, puisque c'est le propre de la libido, c'est le mouvement libidinal, il y a une altération de cette libido. C'est-à-dire que la distribution de la libido, elle s'est concentrée sur cet organe qui lui fait mal, et d'ailleurs il lui fait mal parce que la libido est concentrée là, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade, parce qu'en tout cas, au niveau de la réalité, il n'a pas de maladie, mais que sa maladie, c'est cette libido qui s'est bloquée sur un organe, sur une partie, Ingrid, bonsoir, une partie de son corps. Mais qu'est-ce qui se passe avec donc cette énergie sexuelle? On l'appelle énergie sexuelle parce qu'en fait, c'est une énergie qui nous met en relation avec les autres. C'est-à-dire que cette énergie sexuelle, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler quand on parlait de la pulsion, puisque la libido c'est une partie de la pulsion, c'est-à-dire que cette énergie, en fait, elle est mise, elle va entourer les objets qui nous intéressent, elle va entourer des parties de l'extérieur qui nous intéressent dans le monde, donc que ce soit des personnes qui nous intéressent, que ce soit le travail, c'est-à-dire que ma libido est en mouvement. Elle va entourer, on dit, il y a ce mouvement libidinal, ce mouvement pulsionnel qui entoure les objets, c'est une manière de me les approprier, et qui revient sur le moi. Donc, ça part d'une partie, d'une source, d'une zone érogène. On dit, tout le mouvement pulsionnel part toujours d'une zone érogène du corps.
La pulsion, c'est ce qui va mettre en relation le corps et l'extérieur. En fait, l'extérieur avec cette énergie. Et est-ce que l'hypocondrie peut provoquer des tocs? Non, ce sont deux structures complètement différentes. Et donc, cette libido qui doit donc entourer l'objet et revenir sur le moi, non, dans un mouvement circulaire, et donc qui va toucher, c'est-à-dire que toute notre vie, tous les gens qui nous entourent, tous ceux dont on peut parler, ben en fait a été touché par notre libido, elle a été entourée par notre libido et que quelque part on sent que ça nous appartient puisque ça a été touché par notre libido. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ce qu'on pensait auparavant et que certains continuent à penser que ce sont les objets qui attirent notre attention. Ce ne sont pas les objets qui attirent notre attention, ce sont nous qui avons certains objets entourés. En fait, ce sont les objets qui font partie de notre entourage. Pas tout notre entourage, parce que bien sûr, on sélectionne. De la même façon qu'il y a des gens qui ne nous intéressaient pas pendant un certain temps. Non, les gens, par exemple, dans le travail, pour lesquels nous étions indifférents, puis tout d'un coup, on commence à s'intéresser à eux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a provoqué le fait que je peux libidiniser, en fait, cette relation. Hypocondrie est une névrose actuelle, il n'y a pas de refoulement. C'est ça, Rachid. Il n'y a pas de refoulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme psychique, c'est direct. L'augmentation de la tension, et il y a augmentation de la tension parce qu'en fait, toute la libido est sur l'organe. Donc, il y a une augmentation de la tension qui doit tout de suite être déchargée. Et donc, elle est déchargée avec ses caractéristiques, avec ses expressions, non, avec ses descriptions que le sujet va faire sur ce qui lui arrive. Je tiens à vous remercier Clémence car j'ai validé mon M2 Psy à Paris Cité et j'ai obtenu une mention honorifique. Je me suis permis de vous citer dans mes remerciements. Vos réunions du mardi ont contribué à mes apprentissages et à cette mention. Ben, merci à vous. Merci à vous pour avoir utilisé ces informations de façon bénéfique. Donc, ce que je dis, et ça c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va me pousser à m'intéresser à lui, sinon que c'est moi qui m'intéresse. C'est notre libido qui nous met en contact avec l'extérieur. C'est-à-dire que c'est nous, tout part de nous. Notre réalité, c'est en relation avec nous-mêmes. Non, est en relation avec nous. C'est-à-dire que l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur sans que nous soyons impliqués dans ce qui se passe. Et donc, on avait vu, c'est pour ça que c'est-à-dire qu'il va, parce que quand cette libido, en fait, elle reste dans le corps, elle ne passe pas à l'action, on va dire. Alors, elle ne passe pas à l'action, attention. Non, rappelons que cette libido, notre libido est très ample. Elle a beaucoup de mouvements, donc le sujet peut, à un moment donné dans sa vie, aller travailler, faire sa vie normale, et que tout d'un coup, il a, et c'est dans ce phénomène qui lui arrive, on va le nommer hypocondriaque. C'est-à-dire qu'il n'est pas hypocondriaque 24 heures sur 24. Non, sinon qu'il est hypocondriaque en relation à ce qui lui arrive et à ce qu'il présente. Est-ce que l'organe dont le hypocondriaque se plaint est considéré comme une zone érogène? Oui, Issam. C'est ce qu'on va nommer, zone érogène, justement. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu parce que, en fait, donc cette pulsion part toujours de zone érogène. On avait vu que dans la sexualité infantile, les zones érogènes qui sont toujours, en fait, la pulsion, on dit qu'elle est toujours partielle parce qu'elle part de zones érogènes différentes. Elle part de la bouche, non, on commence par l'étape anale, non, par l'étape orale, et on commence par l'étape orale, ensuite par l'étape anale, non, et petit à petit, tout notre corps va devenir, ou a la possibilité d'être érogène. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, pour l'hypocondriaque, donc cette libido qui devrait sortir vers l'extérieur reste dans le moi et crée, non, ce n'est pas une phobie,
Ce n'est pas une phobie, c'est parce qu'il lui arrive réellement quelque chose. Non, c'est une peur de la maladie, parce que le phobique, la particularité, Sarah, qu'il a le phobique, c'est qu'il a une peur extérieure à lui pour pouvoir l'éviter. Hein? J'ai peur des araignées, donc je me situe dans une situation où je ne vais jamais rencontrer des araignées. Bon, par exemple, comme ça, je peux éviter d'avoir peur. Tandis que dans le cas de l'hypochondriaque, il ne peut pas éviter. Et donc, Freud va nous dire une chose qui est très intéressante, et c'est peut-être ici aussi, il y a des coupures de temps en temps. Allez, je suis désolée, mais c'est Internet qui s'interrompt. Donc, il va nous dire quelque chose de très intéressant, Freud, parce qu'il va nous dire que la libido, qui doit sortir du moi, en fait, quand le sujet est malade, il y a par exemple une personne égoïste que l'égoïsme peut protéger de la maladie. Mais en même temps, il nous dit que nous avons besoin d'aimer pour justement éviter la maladie. Hein? C'est-à-dire que nous allons tomber malades parce que nous sommes incapables d'aimer, c'est-à-dire être en relation libidinale avec les autres, et nous allons nous protéger de la maladie grâce à l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est comme une dose où il faut voir quelle est la juste mesure Donc il y a un rapport bien évidemment avec le narcissisme, puisque toute cette libido reste dans le sujet. Elle ne prend pas le contact avec l'extérieur, donc bien évidemment qu'il y a un narcissisme exagéré quand toute la libido, toute l'énergie sexuelle, en fait, elle est là pour produire la douleur, parce qu'il va voir le médecin parce qu'il a mal. Non, donc il a mal, il a réellement quelque chose qui lui arrive. Et que cette énergie qui devrait être en relation avec l'extérieur, avec la réalité, en fait, elle est bloquée. Et à chaque fois, quand la libido reste bloquée, non, comme dans la dépression par exemple, alors bien qu'elle soit bloquée pour des motifs différents, ou qu'elle soit bloquée sur des lieux différents, ça produit de la douleur, ça fait mal. Ça fait mal. Donc il peut y avoir, comme dans la dépression, une douleur psychique, et dans l'hypochondrie, c'est une douleur physique. Quand on est malade, on fait une régression vers le narcissisme primaire. Alors on va voir que justement le narcissisme primaire n'existe pas, dans le sens où on a toujours besoin des autres. Le narcissisme est toujours secondaire. Donc on dit que le blocage de la libido se traduit toujours par une sensation de déplaisir, de douleur. La relation est centrée sur le sujet, donc ça devient narcissique, oui. Alors pardon. Et donc je disais que, alors quand on parle des zones érogènes, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les parties du corps peuvent être érogènes. C'est-à-dire le nez, l'oreille, le bras, la jambe, le pied, la main, le cœur, les poumons, l'intestin, l'estomac, tout ça sont des parties qui peuvent être érogènes. Érogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette zone, cette partie de mon corps, en fait, représente les parties génitales. C'est comme s'il y avait un déplacement. Au lieu d'avoir une excitation au niveau des parties génitales, il y a une excitation dans d'autres parties, dans d'autres zones érogènes, et qui peut être n'importe lesquelles. C'est-à-dire que c'est une autre partie de notre corps qui peut être représentée psychiquement, qui représente psychiquement, en fait, les parties génitales, non, et qui se comporte comme les parties génitales. Non, on va voir. Le choix inconscient de l'organe, bien évidemment, c'est toujours un choix inconscient. Mais inconscient, mais en général, c'est quelque part où il y a déjà eu, non, comme dans le rêve, exactement. Exactement, comme dans le rêve, il y a un déplacement. Mais c'est pas exactement comme dans le rêve, parce qu'il ne s'agit pas de ce déplacement psychique. Est-ce que le mal n'est pas un masochisme ou sadisme retourné contre soi? Bon, ça après, il faut étudier, parce que peut-être qu'effectivement, il y a un masochisme qui rentre en jeu. Mais en général, cette zone érogène, en fait, elle est devenue érogène parce qu'il y a eu, non, comme si je me touche les oreilles tout le temps, je vais finir par érogénéiser cette partie de mon corps. Donc,
tant que tout le corps peut être une zone érogène, on peut voir une tendance de saute d'une plainte de maladie à l'autre. Non, parce que la zone érogène, non, c'est quelque chose qui est particulier. On peut pas être malade de ce qu'on veut. Non, on ne peut pas être malade, c'est en relation avec quelque chose, que le choix de l'organe aussi est en relation avec quelque chose. C'est-à-dire que si on pense que en fait c'est une excitation sexuelle qui n'est pas placée au bon endroit, on va dire, c'est comme si on pense par exemple dans le sens de cette augmentation ou cette inflammation, parce qu'il y en a qui ont la sensation d'une inflammation, non, d'une douleur au cœur, d'une douleur au poumon, et qui présente comme si il y avait réellement lésion. Et on va voir que, en fait, tout ça, ce sont ces multiples sensations que l'hypocondriaque va pouvoir décrire. En fait, on peut la penser, non, par exemple, comme si on pense à l'érection sexuelle chez l'homme, par exemple, qui acquiert non, une transformation, une augmentation de la tension au niveau génital, parce que ce n'est pas une maladie. Et que, bien évidemment, et que cette augmentation de la tension peut avoir lieu autre part sur le corps. Et de la même façon, donc ça ne provoque pas une maladie, mais pouvez-vous me donner des précisions sur la relation entre égocentrique et hypocondrie? Et non, un égocentrique, c'est celui qui ramène tout à lui. Non, l'hypocondrie, un hypocondriaque, c'est celui qui souffre, on va dire, d'une maladie. Non, c'est l'égocentrique, c'est celui qui se croit, c'est un infantile, et qui se croit que tout tourne autour de lui. L'hypocondriaque, il souffre de ce blocage de l'énergie, de cette énergie qui est bloquée quelque part et donc qui va, de la même façon comme on parlait de l'érection, non, du membre masculin, on va dire, on peut parler d'une augmentation de cette zone érogène, d'une sensibilisation dans une autre zone érogène. Hein? Et pourquoi il ramène tout à la mer? Non. C'est-à-dire que on va dire que c'est cette possibilité de l'érogénéisation de certaines parties du corps, c'est la capacité en fait d'envoyer à la vie psychique des stimulations sexuelles excitantes à n'importe quelle partie du corps. À n'importe quelle partie du corps. Et c'est-à-dire que cette autre partie du corps, c'est comme si elle représentait en fait les organes sexuels et qui se comportent un petit peu comme eux. Pouvez-vous me donner des précisions sur la relation entre égocentrique et hypocondrie? Donc, vous n'avez pas aimé ma réponse apparemment. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme on disait, il y a une altération de la mobilité libidinale. Et en fait, il y a une altération de la mobilité libidinale dans le sens où il y a une immobilité d'une partie de la libido. Et une immobilité parce qu'on va voir que quand on dit que cette libido doit partir, il y a toujours une source. La source est toujours une zone érogène qui doit partir à l'extérieur, qui doit entourer un élément de l'extérieur, et c'est-à-dire un objet, ce qu'on appelle l'objet, et revenir sur le moi. Et ça, c'est un mouvement pulsionnel qui se fait constamment, qui existe constamment, et qui existe tout le temps, jour et nuit, et qui va exister jusqu'à la mort. Et qu'en fait, quand ce mouvement, on va dire, qui est immobilisé chez l'hypocondriaque, c'est parce que, en fait, chez l'hypocondriaque, la source et l'objet, au lieu d'avoir un objet extérieur, la source et l'objet sont le même. Donc, il n'y a pas de mouvement libidinal. Donc, la libido est bloquée sur cet organe. Elle est bloquée sur cet organe. La source et l'objet de la pulsion sont unis. Donc, l'hypocondriaque donne des interprétations fausses sur ce qu'il ressent. Non, ce pas des interprétations fausses. Il parle d'autre chose. C'est pas faux ce qu'il nous dit. S'il va chez le médecin va dire non, vous me racontez des histoires. Parce que j'ai fait des analyses, j'ai fait des examens et vous n'avez rien. Mais s'il va chez un psychanalyste, le psychanalyste ne va pas lui dire vous êtes en train de mentir ou de donner de fausses indications. Non, il parle de réellement ce qui lui arrive. De ce qui lui arrive.
Et, et donc, tout la douleur ou les malaises dont souffre l'hypocondriaque, parce que des fois c'est des petites choses, c'est pas obligatoirement non plus des douleurs, donc c'est pour ça qu'on dit que ça nous arrive un petit peu à tous, dans le sens où on peut présenter des douleurs ou des malaises qui ne correspondent euh, à rien, à rien de façon organique, hein, qu'il s'agit d'autre chose. Et donc Freud, il va faire la différence, par exemple, avec l'hystérie, mais l'hystérie, très souvent, il y a des lésions, il y a réellement quelque chose, même si la lésion qui se manifeste chez l'hystérie, c'est une lésion qui est en relation avec une anatomie imaginaire. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'anatomie étudiée par la médecine, sinon que c'est une anatomie imaginaire de l'hystérie, et que dans l'hystérie, il y a un mécanisme psychique. Il y a eu refoulement. Il y a un désir préconscient qui n'a pas pu s'exprimer, qui a été refoulé et qui peut se manifester ensuite par une conversion qu'on appelle une conversion somatique et apparaître de façon somatique. Mais ça, c'est complètement différent de l'hypocondrie. Hein, c'est complètement différent de l'hypocondrie. Et alors attendez, on va aller voir ici pour aller voir. Donc, je vais voir, parce que je crois que j'ai donné les informations essentielles. Donc, que comme nous disions, nous ne sommes pas simplement un corps biologique, que l'être humain, en fait, n'a pas de corps biologique. L'être humain, son corps n'est pas biologique, parce qu'en fait, il est touché par la pulsion. Donc, il ne peut pas être pensé uniquement comme biologique. C'est comme, on va dire, par exemple, c'est comme la nécessité. Les besoins chez les êtres humains n'existent pas, parce que nos besoins sont toujours en relation avec nos désirs, et que nos besoins sont toujours subjectifs, relatifs, vont parler de quoi ils parlent. C'est qu'il y a un désir, et au lieu de dire je désire ça, ou que mon désir est impliqué dans ce que je dis, que le besoin en fait n'existe pas. Et de la même façon, on va dire que le corps biologique chez l'être humain il n'existe pas, dans le sens où il est toujours touché par le psychisme, que le psychisme et le biologique en fait sont différents, mais ils sont inséparables, et il n'y en a pas un qui vit sans l'autre. C'est-à-dire que les excitations somatiques doivent pouvoir s'exprimer au niveau psychique, et les augmentations de tension psychique, comme dans le cas de l'hystérie, doivent pouvoir s'exprimer de façon somatique. Et exactement, Issam, vous avez compris. Vous avez compris. Et, bon, et comme la médecine, non seulement la médecine, sinon que beaucoup de gens ont l'habitude de penser que c'est le somatique qui provoque des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'on va dire que il est déprimé parce qu'on vient de lui apprendre qu'il a un cancer. Bon, et donc on va dire c'est normal qu'il soit déprimé puisqu'on vient de lui annoncer quelque chose de catastrophique. Et en fait, la psychanalyse, elle dit le contraire. Elle dit qu'il y a eu fabrication de cancer parce que le sujet était déprimé. C'est parce que l'appareil, on va dire le système immuné était déprimé. C'est parce que le système était déprimé qu'il a produit certaines maladies. Mais bon, ça c'est un autre sujet à voir un autre jour. Et c'est-à-dire que on va voir que ça c'est aussi très important, il n'y a rien en soi qui va provoquer des pathologies. On ne va pas dire oui mais moi j'ai vécu telle chose donc c'est normal j'ai une pathologie. Non. Rien, non, va dire que ça obligatoirement ça provoque quelque chose. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout va être en relation avec la relation que le sujet va avoir avec ce qui lui arrive. La pensée précède l'hormone ou l'inverse?
c'est une question intéressante, mais je ne sais pas s'il y a un qui devance l'autre. Non, sinon qu'il y a une pensée qui est en relation avec les hormones, effectivement. Non, et donc qui vont influencer l'influence des hormones. Non, que c'est en relation, bien évidemment, et ce sont nos idées inconscientes, parce que le sujet, on va dire, il y a des symptômes, il y a certaines personnes qui vivent avec des symptômes, ou de l'extérieur, on va dire c'est des symptômes, mais comme le sujet n'y donne pas beaucoup d'importance, bah pour lui, c'est pas un symptôme. Et donc, il vit avec certaines choses qui lui arrivent, que pour d'autres, ce serait dramatique. Mais lui, il s'en occupe pas beaucoup, et ça peut disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on n'y donne pas beaucoup d'importance. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de conscient. On ne va pas éliminer des douleurs en disant « allez, je n'y pense pas ». Non, ce n'est pas quelque chose de conscient. C'est une attitude inconsciente, on voit que le sujet, il peut avoir certaines attitudes qui vont lui permettre de ne pas donner d'importance à ce qui lui arrive. Et donc, parce que comme nous sommes impliqués dans tout ce qui nous arrive, parce qu'on doit voir, c'est pourquoi il y a cette implication. Qu'est-ce qui est en jeu en moi, ou pourquoi, non, en moi, et pourquoi j'y crois. Parce qu'après, c'est des idées, nous avons des idées où je crois que ce que j'ai vécu, ben, obligatoirement, ça doit laisser des traces. Et ça laisse des traces qui provoquent telle ou telle chose. Donc ça, ce sont des idées que j'ai sur certaines choses. Donc tout va dépendre, mais ces idées sont inconscientes. Tant que je passe pas par la psychanalyse qui petit à petit va me montrer que ce que je pense de ce qui m'arrive, non, ben, peut être transformé. Je suis pas obligée de continuer à penser ce que je pense de ce qui m'arrive de la même façon. Je peux le modifier. Et c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'hypochondriaque, cette crainte irrationnelle de tomber malade, d'attraper une grave maladie dans laquelle ils sont persuadés, ça peut se modifier. C'est une idée qu'ils ont. C'est une idée. Alors après, c'est associé bien évidemment avec le mouvement libidinal, mais si je transforme l'idée, je transforme la mobilité de la libido. Alors, c'est-à-dire que continuer à penser que l'hypocondrie, elle existe, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur tout type de maladie, que les gens, ils vont chez le médecin, et puis après, ils vont corroborer sur Internet pour voir si le médecin s'est trompé ou il s'est pas trompé. Non, que tout ça, ça va provoquer l'hypocondrie. Non. Même si on peut penser qu'aujourd'hui, nous sommes plus hypocondriaques qu'avant, que ce n'est pas en relation ni avec Internet, ni avec la quantité d'informations que nous avons, sinon c'est peut-être en relation avec notre difficulté à accepter l'incertitude. C'est toujours en relation, en fait, c'est dû à ça, l'incertitude. La difficulté, autant pour la névrose d'angoisse que pour l'hypocondrie, c'est notre difficulté à accepter l'incertitude. Et alors, bien sûr, chez l'hypocondriaque, le plus important, c'est son corps. Et l'hypocondriaque, il peut pas penser, il ne pense pas que son corps est autre chose qu'un phénomène biologique. Il est persuadé que son corps n'est que biologique. Donc vous voyez, ce sont toutes des idées que nous avons sur les choses qui nous arrivent et que ces idées peuvent être modifiées. Alors bien sûr, ces idées, il y en a certains qui pensent que ces idées vont être modifiées de façon intellectuelle, qui vont être modifiées parce que je vais aller étudier Freud et donc je vais modifier mes idées parce que intellectuellement j'ai compris que Freud disait ça ou disait ça. Mais ça ne marche pas comme ça, l'inconscient ne se modifie pas, parce qu'il peut y avoir effectivement dans le discours du sujet, apparemment, des modifications dans le sens où l'hypocondriaque, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble obsessionnel compulsif, c'est en relation avec la sexualité infantile. Ce sont toujours les analyses médicales qui tranchent. Mounia, bonsoir. Non, parce qu'on va le voir.
C'est-à-dire qu'en psychanalyse, par exemple, pour savoir que nous sommes face à un hypocondriaque, on n'a pas besoin de lui demander le résultat de ses examens médicaux. Sinon que c'est la façon dont il va nous parler que nous allons pouvoir penser qu'il est hypocondriaque et que très certainement, il va aller voir le médecin et on va lui dire qu'il n'a rien. Bon, après, il y a des médecins qui aiment bien trouver que, non, qui n'aiment pas dire aux patients qu'ils n'ont rien et qu'ils leur trouvent toujours quelque chose. Donc, le plus important à voir, je pense, c'est que ces idées que nous avons, comme ce sont des idées inconscientes, c'est des idées qui vivent en nous de façon inconsciente, de la même façon que nos préjugés qui vivent de façon inconsciente en nous et qui nous font agir, qui nous font juger les choses de l'extérieur d'une façon ou d'une autre, que les modifier, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellectualisation, ni de la compréhension, ni quelque chose de la théorie. Parce que sinon, on irait tous étudier la psychanalyse. Et puis, non, avec tous les théoriques de psychanalyse, par exemple, qu'il y a en France, il devrait y avoir beaucoup moins de maladies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié la psychanalyse en France, et pourtant, ce n'est pas le cas. Ben non, parce qu'il faut passer par le divan. Et en plus, dans de nombreux cas, il faut passer par le divan. Et en plus, on va dire qu'au plus les gens sont intellectuels, ils ont l'habitude d'intellectualiser les choses, au plus ils ont de résistance à accepter qu'il y a quelque chose en eux qui fonctionne sans qu'ils puissent s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire que, comment modifier les idées inconscientes en se psychanalysant, Rachid. C'est la seule manière d'avoir accès, on va dire, à la modification des idées inconscientes, parce qu'on peut modifier effectivement, heureusement, non, on peut apprendre. D'ailleurs, je suis un petit peu stricte dans ma manière d'exprimer, mais parce qu'en général c'est le cas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent et qui ont la capacité, qui arrivent à apprendre et à modifier, parce que apprendre, c'est se transformer. C'est pas simplement pouvoir dire, voilà, avoir fait le discours. Non, non, quand j'ai appris, je me suis transformée. Il y a une transformation du sujet avec l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce n'est pas de l'ordre de l'intellectualisation ou de la compréhension. J'ai compris ce que me disait la théorie. Mais sinon que c'est plus de l'ordre où c'est comme quand les patients, on leur dit quelque chose et puis ils disent, comment? Je comprends pas, quel rapport ça a? Ah bah voilà, c'est inconscient. Donc il ne s'agit pas de comprendre. Non, il ne s'agit pas de rentrer dans la compréhension. Je crois qu'on ne peut pas modifier, mais on peut évoluer. C'est une opinion. Évoluer vers quoi? Non, évoluer, c'est quoi? Non, on peut se transformer. Parce qu'évoluer, on pense que c'est quelque chose de... On va vers le bien. C'est quoi le bien? Vers où je vais quand je parle du bien? Par exemple, je suis surprise car, à contrario, j'ai fait une formation en hypnose. Pendant 7 mois, une autre formatrice nous a expliqué que les personnes les plus difficiles à mettre en état modifié, ça y est, le message il est parti, en état modifié, j'ai pas vu. Et je crois qu'on peut pas modifier, ah non, vous avez effacé le message peut-être. Enfin bref. Et oui, ici c'est ce que moi je présente. Non, c'est quelque chose de la transformation. Apprendre, c'est se transformer. C'est pour ça qu'on va apprendre plus de la théorie en faisant une psychanalyse qu'en étudiant la théorie. Il y a des patients qui, après plusieurs années d'analyse, sont plus psychanalytiques que certains théoriciens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont transformés, parce qu'ils vivent avec un inconscient. Ils vivent avec un inconscient, c'est-à-dire ils vivent avec cette partie d'eux qui savent qu'ils ne contrôlent pas, qui parlent plus que ce qu'ils disent et qu'ils ne savent pas réellement ce qui leur arrive. Que le sujet ne peut pas savoir. Nous sommes aveugles à ce qui nous arrive. Nous sommes les spectateurs de ce qui nous arrive. Mais nous ne sommes pas les explicateurs. Nous ne pouvons pas expliquer. Nous pouvons décrire ce qui nous arrive. Mais nous ne savons pas pourquoi ça nous arrive. Aucune idée. Et quand on donne des explications, on va chercher la raison pour se tranquilliser un petit peu, mais c'est absolument pas en relation avec ce qui nous arrive. La raison qui explique évoluer dans nos comportements et dans nos relations avec l'autre. Alors attendez, ici. Donc je disais que le plus important pour un hypocondriaque, c'est son corps. Et
que l'hypocondrie c'est la maladie, donc ce n'est pas ce qu'il va présenter au médecin, sinon que sa véritable maladie c'est la névrose actuelle c'est l'hypocondrie, et que le traitement le plus efficace contre l'hypocondrie c'est le traitement psychanalytique, bien évidemment. Donc, parce que derrière une hypocondrie, on va voir qu'il y a de nombreux fantasmes, non, de nombreux fantasmes qui existent, des fantasmes inconscients qui interviennent dans la production de ce type de manifestation hypocondriaque. C'est-à-dire qu'il y a un jugement moral sur une attitude du sujet. Et en fait, notre morale, une partie de notre morale est inconsciente. Donc, c'est-à-dire que, oui, une partie de notre morale est inconsciente. Bon, ça peut être pourquoi archaïque? Pourquoi vous allez chercher l'archaïsme? Non, c'est simplement des fantasmes, des idées inconscientes, et que notre jugement moral ne juge ces fantasmes comme quelque chose d'intolérable. Donc, c'est une fixation orale. Non, parce que ça, ce serait de l'ordre de l'anorexie, par exemple, ou l'ordre d'autres types de structures, mais pas dans la structure de l'hypocondriaque. Hein. Et que chez ces patients, il y a toujours une question sexuelle qui est en jeu. Alors après, on va voir de quoi il s'agit quand on parle, bien évidemment, de sexuel. Et en psychanalyse, en fait, dans les névroses actuelles, on ne sait pas qu'on va les guérir rapidement, mais il peut y avoir une mobilisation de l'énergie psychique assez rapidement. Et il y a une mobilisation de l'énergie psychique assez rapidement quand, en fait, il va établir une relation avec ce professionnel. Et quand il va établir cette relation avec ce professionnel, il y a une mobilisation de la libido. Et en plus, quand il va commencer à parler, il y a une deuxième mobilisation de la libido, pour le dire d'une certaine manière. Donc obligatoirement, ça va tranquilliser le patient. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette possibilité d'extérioriser, de mettre en relation sa libido avec l'extérieur, qui n'est pas obligatoirement facile, et qu'ensuite, il va y avoir cette possibilité de mettre des mots sur ce qui lui arrive, et d'être écouté de façon différente que par la médecine, bien évidemment. Parce que nous allons parler d'une façon différente avec un psychanalyste qu'avec une autre personne. Et en plus, petit à petit, notre discours avec un psychanalyste va se modifier. Parce que nous allons apprendre au fur et à mesure du travail analytique que le psychanalyste, il n'écoute pas ce que je crois qu'il écoute au départ. Ou que ce n'est pas comme un ami qui vient écouter comme quand je parle avec un ami. Il écoute de façon différente. Donc mon discours, petit à petit, va se modifier. Et donc, sa libido, avec un travail analytique, va se décentrer de lui-même. Et donc, il va pouvoir souffler un petit peu. Donc, on va voir, je crois que je fais le tour un petit peu, de façon un petit peu chaotique, mais je fais le tour de ce qui arrive à l'hypocondriaque au niveau libidinal, au niveau de ses souffrances et au niveau de cette zone érogène qui est particulière. Cette zone érogène, c'est-à-dire que la zone érogène, ce qui est impressionnant, que ça peut être n'importe quelle partie du corps. Ça peut être les yeux, ça peut être les gencives, je veux dire que ça peut être des parties, on va dire pourquoi cette partie-là devient érogène. Bon, je ne dis pas de répondre à la question, mais de se rendre compte que toutes les parties de notre corps peuvent devenir ou sont érogènes, ont une base. La fibromyalgie pourrait être une hypocondrie. Non, parce que la fibromyalgie, il y a des résultats qui disent qu'il vous arrive quelque chose, non? Il y a les examens médicaux disent qu'il y a quelque chose. Non, Rachid, on ne va pas pouvoir rattraper notre inconscient. Vous voyez, ça c'est ce que veulent les sujets, pouvoir mettre des mots sur son inconscient. Donc, dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Quand on parle, on fait que référence au préconscient. C'est quand on se souvient, etc., ou que tout d'un coup, j'avais oublié ça, et puis tout d'un coup on rappelle, c'est de l'ordre du préconscient, pas de l'ordre de l'inconscient. L'inconscient, on va voir que en psychanalyse, c'est une production, ça va se produire par l'interprétation. Ce n'est pas quelque chose
on va mettre des mots grâce à l'interprétation sur des parties qui n'en ont pas en fait. Hein. Et donc, je crois, oui, je crois que j'ai fait là. Et après, une autre chose pour terminer, qu'on va dire que dans l'hypocondrie, ben, comme dans dans les structures psychosomatiques, par exemple, il y a une jouissance tout à fait particulière. Et la jouissance particulière dans l'hypocondrie, dans la structure psychosomatique, c'est que la jouissance est auto-érotique. Dans le sens où c'est un auto-érotisme, puisqu'elle reste dans le sujet. Il n'y a pas de choix d'objet. Hein? Le choix d'objet, c'est une partie de mon corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distribution libidinale. Hein? Et que tout dépend de la libido du moi. Hein? Donc on va parler de libido du moi, on va parler de libido d'objet, selon où se trouve la libido. Donc, vous voyez, dans l'hypocondrie, il y a aussi une participation de l'angoisse, mais de manière différente. C'est-à-dire que l'angoisse aussi, elle participe, bien évidemment, qu'il y a une angoisse, une crainte de la maladie, une crainte, une angoisse qui est mise sur la propre santé du sujet, à la différence de la névrose d'angoisse. Bon, la prochaine fois, on va parler de la psychosomatique, qui est la troisième, on va dire, structure de névrose actuelle. Alors, ce n'est pas exactement une névrose actuelle, mais on va en parler. Ça veut dire que la psychosomatie, par exemple, où là, par contre, il y a toujours lésion, il y a une jouissance dans une partie du corps. Il y a une jouissance dans une partie du corps, exactement. Donc, on va voir que et dans la psychosomatique, donc on en parlera là dans pas longtemps, avant la fin de l'année. Pour la prochaine fois, on va parler de l'enfance. On va parler de l'enfance et de l'enfance en général. Donc ça va intéresser tout le monde. Que pensez-vous des constats actuels d'évolution d'une définition de 3 structures chi avec une modification qui, par le contexte, se dirige vers davantage d'état, limite ou perversion? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, ça ce n'est pas très psychanalytique, ou perversion en lieu et place de la névrose, car c'est une question qui nous interroge au doctorat. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien, pardon, excusez mon ignorance, mais je ne sais pas. C'est quoi les 3 structures C'est quoi les 3 structures? Les états limites, les états limites, c'est une structure? Je ne connais pas cette structure. Il y a la perversion, il y a la névrose, d'accord, il y a la psychose, il y a la dépression, ce sont les structures. Il y a la psychosomatique, c'est une autre structure. Mais les états limites, je ne connais pas comme structure. Bon. Donc la fois prochaine, on parle de l'enfance. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et névrose, psychose et perversion. Ça, ce sont 3 structures, oui, effectivement. Donc ce sont 3 structures, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Merci à vous, bonne continuation, on continue mardi prochain, et pour ceux qui veulent continuer à étudier ou approfondir leurs connaissances, on commence le 1er décembre, le dernier cours de l'année, où on va travailler certains apports à la clinique psychanalytique pour affiner notre écoute, parce qu'il faut toujours en fait continuer à affiner notre écoute, parce que sinon c'est comme la gymnastique. Si on arrête de faire de la gymnastique, les muscles, ils se rétrécissent et en fait, on fait de moins en moins de mouvements. Affiner l'écoute, c'est-à-dire agrandir l'écoute pour mieux écouter les patients et notre entourage en général. Merci à vous, merci de votre participation. Et donc, on se retrouve mardi prochain. Bonne continuation, bonne soirée. Au revoir.